Et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Bien, 16h hier, Christine Fréchette a prêté serment. Elle est assermentée. Elle est officiellement première ministre du Québec et aussitôt assermentée, elle a réuni son premier caucus. Oui, et c'était hier soir. D'ailleurs, Christine Fréchette a commencé son discours en dirigeant l'attention vers son rival dans cette course-là, Bernard Drinville, dans le but de rallier les troupes, aussi rétablir l'unité au sein du parti, en disant, entre autres, Bernard avait eu certaines bonnes idées et je vais m'en inspirer, là. D'ailleurs. Maintenant, Christine Fréchette, puis j'ai écouté son discours hier, où elle a tenté, parce que Christine Fréchette, elle doit être connue pour plusieurs. Là, plusieurs ne connaissent pas nécessairement son parcours, sa vie personnelle, son histoire. Alors, elle faisait le pont un petit peu entre la petite Christine Fréchette, lorsqu'elle était enfant, adolescente, jeune adulte, etc., avec des repères dans le temps, et la réalité maintenant d'aujourd'hui. Ça, c'était quand même fort bien fait. Maintenant, dans son discours hier, elle a misé sur ses grandes priorités. Elle a rappelé certains engagements, notamment dans le monde de la santé, dans le monde de l'économie également. Et Christine Fréchette a cogné encore une fois sur le clou de l'identité, en disant que c'était quand même une priorité. Elle a parlé donc d'immigration, disant vouloir respecter la capacité d'accueil du Québec, la capacité de payer des citoyens également. Et dans le cas de Christine Fréchette, une autre citation qui avait été marquante, Mario, c'est lorsqu'elle a parlé, dans le brouillard. Dans le brouillard, on réagit de deux façons différentes, soit qu'on recule ou encore on avance, et elle choisit d'avancer. Alors, elle a voulu donner le ton. Je ne sais pas ce que tu as pensé nécessairement, d'ailleurs, de son discours. Le discours n'a pas été perçu, parce que juste nous autres, dans la gang, l'exemple Emmanuel Latraverse, était très déçu de la faiblesse du contenu, là, parce que c'est des propos, tu sais, de dire, est-ce que tu viens de dire, il faut avancer, il faut être ambitieux. Charles Milliard pourrait dire, il faut être ambitieux. Paul Saint-Pierre Plamondon veut construire. Tout le monde, à sa façon, avec son programme, pourrait dire la même chose. Il froid. Ce qui est vrai. Mais moi, ce que j'ai aimé, c'est qu'elle le personnalise. Moi, tu vois, pour moi, le discours, exemple, de dimanche, il était correct au niveau des contenus, mais c'est les gens la connaissent pas beaucoup. Même moi, je la connais pas. Tu comprends? Même moi, je suis ça, je la connaissais pas. D'ailleurs, c'est une des choses que je fais. Un de mes premiers commentaires quand elle a annoncé qu'elle se présentait à la chefferie, je me disais, OK, mais on sait même pas exactement, elle, c'est qui, c'est quoi ses priorités. On a dit et redit, à peu près tout commentateur, tout poste confondu, elle est compétente, elle connaît ses dossiers, elle étudie bien ses dossiers. Quand il pose des questions sur ses dossiers, elle a bien étudié ses dossiers. Mais ça fait pas un chef. À la limite, ça fait un ministre compétent, ça peut faire un fonctionnaire compétent, ça peut faire un cadre compétent dans une compagnie. Des décisions difficiles. Mais c'est ça, c'est parce que quand quelqu'un va être ton premier ministre ou ta première ministre, que tu veux t'attacher à elle, faut que tu connaisses la personne. Là. Faut que tu connaisses la personne. Fait que moi, de dire, tu sais, mon père, c'est un gars d'Hydro, puis à la table, chez nous, ça parlait d'Hydro-Québec, ma mère, c'est une prof de musique, puis de présenter ses enseignants de Trois-Rivières, de se présenter comme une fille de Trois-Rivières, pour moi, c'était payant pour elle. C'était payant pour elle. Est-ce que c'était vague au niveau du contenu? La réponse, c'est oui. Par contre, moi, le contenu, je l'attends plus à la formation du cabinet. Ouais. Quand tu formes ton conseil des ministres, là, je m'attends à des choses précises et concrètes. OK, tu nommes un tel ministre de l'Éducation. C'est quoi le mandat que tu lui donnes? Qu'est-ce que tu veux voir accompli dans ce domaine-là? Et ça va être la semaine prochaine, milieu de semaine, potentiellement moi, je m'attends mardi. Ce qui circule, c'est mardi, ouais. Bon, maintenant, ça aussi, c'est un test important pour Mme Fréchette, là, parce que là, qui tu mets à quel endroit, dans quelle chaise, pour reprendre une petite analogie de Martin Saint-Louis. Puis là, qu'est-ce que tu fais aussi avec ceux qui se représentent pas? Qu'est-ce que tu fais avec Bernard Drinville, qui, lui, à mon avis, il faut que tu tasses parle des de main ministres. tendue, mais... Ouais, c'est ça. Ce que tu fais avec ceux qui étaient pour Drinville et Bernard Drinville lui-même, à mon avis, il faut que tu tasses des ministres. Tu veux faire du changement, là, tu veux être une rupture avec François Legault, tu veux te sortir un peu du marasme de la CAQ, faut que tu mettes dehors des ministres. Combien? Est-ce que tu en mets dehors des gros noms qui vont être frustrés, mais qui ne se représentent pas? Moi, je pense qu'il faut qu'elle ose. Mais là, elle l'a déjà dit, et moi, j'ai été étonné parce que dans son dossier, là, dans son de dire je vais m'occuper du pouvoir d'achat des ménages, elle a donné un mandat au ministre des Finances. Ben moi, je vais peut-être vous surprendre, c'est un que j'aurais peut-être vu tasser, moi. Ah ouais, hein?
L'Oups, lui, il est maintenu en poste. Alors, j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir comment elle va. Mais c'est sûr que c'est le prochain gros exercice. Et là, ce matin, c'est la réplique. Là. Parti libéral, Parti québécois, Éric Duhaime. Tout le monde va réagir à Christine Fréchette et évidemment l'attaquer puis aller essayer d'aller chercher des électeurs déçus. Il y a Parlas qui a sorti un sondage qui confirme la montée des libéraux. Oui, on le met sur votre radar, un sondage Palace Data, l'actualité, qui place effectivement les libéraux au premier rang dans les intentions de vote, 32 % en hausse de 5 %. Le PQ est deuxième avec 29 % en recul de 1. La CAQ, troisième, 14 %, pas d'effet Fréchette. Ben, il peut pas en avoir. Le sondage a été fait avant son arrivée ou juste au moment... 13-14. Ouais, c'est pendant, fait que ça n'a pas vraiment... Pour moi, l'effet Fréchette, il faut que tu laisses au moins un mois. C'est ça. Donc, c'est les sondages, mettons, elle a été élue mi-avril. Les sondages à partir de la mi-mai. C'est même plus révélateur. Ouais, c'est ça. Tu laisses au moins un mois qu'un événement, là, elle se présente, les gens la regardent aller. Tu sais, les gens se font pas une idée en 24 heures, là. Non. Donc, pour moi, c'est mi-mai, on va voir est-ce qu'il y a un effet, est-ce qu'il y en a pas, puis est-ce qu'il y a un effet sur les autres partis aussi. Oui, parce que là, les conservateurs sont ex-aequo avec la CAQ à 14 %, mais léger recul pour les conservateurs de 2. Québec solidaire progresse de 1 à 11 %. Par contre, pour les conservateurs, dans la région de Québec, ça va très, très bien. Oui. Puis Éric Duhaime était vraiment de bonne humeur hier sur les réseaux sociaux parce que dans la région de Québec, les conservateurs récoltent 34 % des intentions de vote. C'est 10 points devant le Parti québécois qui a 24. Mais c'est le phénomène là, qu'il va falloir surveiller, c'est la montée du Parti libéral. Parce que le Parti libéral, présentement, s'en va allègrement vers une victoire électorale. Je dis allègrement. Parce qu'on se dit, les gens vont me dire, pas avec les chiffres actuels chez les francophones. Non, mais là, il faut voir la tendance. Mettez ça sur une courbe, là, puis regardez la continuité de la courbe. On s'en irait vers un gouvernement libéral, peut-être même majoritaire. Bon. Pour Mark Carney, ça cesse plus de bien aller, alors que tout va bien au Canada, ben même le Times Magazine en repasse une autre couche. Il est dans la liste des 100 personnes les plus influentes publiées à chaque année par le magazine américain Time. Il apparaît sous la catégorie Leader à côté de Donald Trump, le pape Léon XIV aussi, la présidente du Mexique, Claudia Sheinbaum, le président chinois Xi Jinping. Mais ce qu'il y a de particulier, c'est le qualificatif. On l'a surnommé le George Clooney de la finance. En fait, c'est Christine Lagarde. C'est que le texte est signé par la présidente de la Banque centrale européenne, exact. Christine Lagarde, qui dit qu'il présente, lui, comme une star. Je veux dire, c'est dithyrambique comme texte. Là, ça n'a pas vanté quelqu'un à ce niveau-là. Non, parce que, bon, il fait tourner des têtes comme premier ministre, cette vedette des banques centrales. Après être devenu premier ministre du Canada l'an dernier, elle a été le premier à conceptualiser le point de rupture du multilatéralisme tel que nous le connaissons depuis des décennies. Petit clin d'œil à Davos, là. Ouais. Mais c'était comme ça avec Justin Trudeau au début, le premier ministre le plus cool de la planète. C'est comme ça qu'on titrait. Cool, tu le dis bien. Pas nécessairement compétent. Pas influent. Il n'y a jamais personne qui a dit qu'il était influent dans le monde ou compétent. Non. Mais cool. Il y avait un boss. Non, c'est ça. Il se présentait à l'aéroport aux Philippines, puis les jeunes filles, les adolescentes voulaient être en photo avec lui. Là. Il y avait ça. Puis il a fait la une. Le genre de magazine dont ils ont fait la une, c'est pas le Time. Là. C'est je sais pas quoi, le Vanity Fair, mais c'est les magazines de mode. Le Vogue, exactement. Les magazines de mode. C'est un premier ministre fashion, mais tu l'as dit cool. Là. C'était vraiment ça. Oui. Reste à voir, est-ce que Mark Carney... Moi, c'est sûr que si j'étais dans l'entourage de Mark Carney, je serais inquiet, là. Je veux dire, tu sais, dans les montagnes russes, là, quand t'entends la chaîne là, qui craint, puis tu montes, puis tu montes, puis tu montes, tu montes, plus ça monte longtemps, plus ça repart. Plus t'es à risque que ça reparte vite, que la loi de la gravité te ramène vite dans l'autre direction, là. Fait que ça sera à surveiller. Le point sur les inondations. Oui. Bon, je vous mentionne qu'à Saint-Jérôme, là, les autorités ont pris la décision de fermer le pont Viau qui surplombe la rivière du Nord. Le débit d'eau est très élevé. En fait, l'eau touche la structure, le tablier du pont, ce qui entraîne la fermeture pour des raisons, bien sûr, de sécurité. Il y a une analyse du ministère des Transports qui va devoir être effectuée pour donner le feu vert. Le niveau de la rivière inquiète aussi un petit peu plus loin dans les Laurentides. La rivière des Outaouais aussi préoccupe. Enfin, quand on regarde là, le portrait de la situation ce matin, il y a 21 cours d'eau qui sont maintenant sous surveillance au Québec. Il y en a 9 qui sont considérés comme en inondation mineure. Au sport, Charles-Antoine, des nouvelles des blessés du Canadien à la veille des séries? Ouais, ben hier, c'était journée de congé. Bon, évidemment, on tente de voir si on pourra compter sur Noah Dobson et Alexandre Carrier. Pour Noah Dobson, selon le collègue Renaud Lavoie, on peut peut-être se croiser les doigts si jamais il y avait un match numéro 7
Ouais, mais les nouvelles étaient plus mauvaises que bonnes hier là, pour Noah Dobson. Ouais, non. Ben, et de toute façon, on avait annoncé 2 semaines avant de réévaluer le dossier. C'était comme pour repousser à plus tard et se donner une petite marge de manœuvre. Donc ça, c'est pas nécessairement une bonne nouvelle. Mais pour Alexandre Carrier, on va le mettre au conditionnel, ça vient pas du Canadien, et on va cacher notre jeu, là, évidemment, dans les prochains jours. On aurait entouré la date du premier match de la première ronde. Ça, ce serait majeur. Il s'est blessé le 31 mars. Ça, c'est mardi, il y a 2 semaines. Donc, il y a 2 semaines plus 2 jours. On avait parlé de 2 à 4 semaines d'absence pour Alexandre Carrier. On serait un petit peu moins de 3 là, rendu à dimanche. On serait à 19 jours dimanche depuis sa blessure. Ouais. Il était sur la patinoire hier. Ce serait quand même une très, très bonne nouvelle. On savait-tu, les hauts du corps? On n'avait jamais trop su qu'est-ce qui s'est passé. Non, hein? Le haut du corps a le dos large. Le dos du corps, là, ça peut être d'un doigt cassé à commotion ouais. À une épaule. Une épaule, mais tu sais, souvent, on parle de la tête. Ouais. C'est comme un mot valise là, pour protéger l'état de la tête d'un joueur. Mais il était sur la patinoire hier, il a chaussé ses patins. Est-ce qu'on précipite les choses? C'est un joueur très important. T'sais, on parlait là, hier ensemble de Gallagher. Oui, pour ce qu'il amène sur la patinoire aussi, mais pour sa présence, son expérience dans une équipe très peu expérimentée, la lettre sur son chandail. Il y a quand même des parallèles à faire avec Alexandre Carrier, qui est beaucoup moins en fin de carrière que Gallagher, mais qui en a vu d'autres, qui a une présence rassurante, réconfortante. Puis même s'il joue 9-10 minutes, ben c'est peut-être 2, 3, 4 minutes qu'on retire à Matheson, à Hudson, à Goulet. Tu sais, Goulet n'est pas à 100%, il est là un match sur 2. Mais Carrier, c'est vraiment un gars qui est là pour l'équipe. C'est-à-dire que si pour sortir la rondelle de la zone, là, il sait qu'il va se faire frapper par un train, il vire pas de bord, il y va pareil. Exact. Dans la ligue, il n'y en a pas beaucoup comme lui qui sont courageux, mais pour l'équipe, là, il va prendre le coup. T'sais, on a parlé beaucoup dans les dernières années de l'absence du fait francophone, du fait québécois. Alexandre Carrier, là, jouait un match de série là, à Montréal. L'équipe de son enfance, c'est quelque chose. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Peut-être qu'on va lui donner premier ou deuxième match de congé. On va attendre le retour à Montréal. D'ailleurs, on ne connaît pas encore l'horaire. C'est supposé d'être dimanche. Ça peut être l'après-midi. On va le ça peut être aujourd'hui. Là. Sûrement qu'en cours de journée aujourd'hui. J'ai l'impression, mais ça se peut aussi qu'on se laisse une petite latitude parce qu'il y a 6 matchs ce soir dans l'Ouest. Mais ils sont tous dans l'Ouest. Comme si l'Ouest finit sa saison une journée plus tard. Mais tu sais qui mène en ce moment, ce sont les réseaux américains, qu'on ne voit pas trop en saison, mais qui en éliminatoire lèvent la main. Et là, les réseaux américains veulent peut-être présenter l'Avalanche du Colorado. Et même si ça n'a pas un impact direct sur le Canadien, c'est quel match qui est présenté à quelle heure? Et ainsi de suite. Donc, qui pourrait attendre de voir quelles sont les séries exactement dans l'Ouest avant de décider. Et à 6h50, là, parlant du Canadien, je vais te prouver comment un séjour dans le Pee-Wee a fait la différence pour le Canadien cette année. Je t'en dis pas plus. Entendre ça? Ouais. Ticketmaster, condamné? Bon, parce qu'on sait qu'en mars dernier, ils ont réussi à conclure un accord à l'amiable avec le département de la justice américaine. Il y a 34 États qui ont décidé quand même d'aller en procès. Puis hier, ils ont été... Ticketmaster, Live Nation, a été reconnu responsable de monopole illégal. Donc, étouffer la concurrence. Et le jury a estimé que les clients avaient payé, a été surfacturé de 1,72 $ par billet de 2020 à 2024. Donc, présentement, on ne sait pas encore le montant de dédommagement quant à ça. Puis, il y en a qui disent que la conséquence de ce jugement-là pourrait aller jusqu'au démantèlement du géant mondial. Je trouve ça un peu fort, là, mais bon, c'est dans les hypothèses. On ne sait pas encore quelles seront les pénalités. Là. Mais bref, le verdict est tombé hier. Il y a déjà le début du commencement d'un côté rassurant à les sentir sous pression. Oui, mais en même temps, je me dis, ça dépend qu'est-ce qu'on va leur dire comme conséquence. Parce qu'ils ont tellement fait de profit que, tu sais, si c'est une couple de millions, ça veut pas dire grand-chose pour eux. Non, ça, c'est sûr. Non, mais c'est justement, c'est pas tellement... C'est plus qu'ils se sachent sous surveillance. Oui. Là, des tribunaux, des autres... Moi, à mon avis, il y a quelque chose de ça. Tu sais, ces compagnies-là, à un moment donné, ont des décisions à prendre. Puis, tu sais, ils disent, mettons, on met la roue sur l'accotement un peu, on va faire plus d'argent. Mais tu sais, plus ils se sentent surveillance, plus ils vont dire, on va rester straight, là, on va faire attention. Puis je me dis, ce qui est intéressant aussi dans ça, c'est de voir 34 États se tenir debout. De pas plier, parce qu'il y en a qui ont réussi à faire l'entente à l'amiable. Donc ça aussi, c'est intéressant. Peut-être des notes à prendre pour d'autres pays à travers le monde.